Hey. Oh là là, comme t'es sage ce matin. Tout en douceur. Nous allons changer la ligne d'écriture pour tout à fait, nouveau entrer dans conseil. une dynamique beaucoup plus sage, Beaucoup plus intellectuelle. lente. Tu veux dire assommante. C'est ça. Soporifique. Soporifique. Le but de cette vidéo, vous endormir. C'est ça. Bienvenue sur Ex Libris. Parce qu'on vise la part de marché de diffusion à 3h du matin pour ceux qui Exactement. rentrent de soirée. Avant, il y avait Voilà. chasse, pêche, nature et tradition. Maintenant, il y a Nicolas et Tout le monde ne fera pas la ref quand on rentrait de soirée. Voilà, pour s'endormir. Ça va, papy? Ah, voilà, je suis parti très loin. Voilà. Tout ça pour dire bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet qui nous a été inspiré par le concours auquel on a participé d'Esprit Critique. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, cette page Insta et cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la découvrir. C'est vraiment une chaîne et un concept qui est carrément chouette. Et du coup, on a participé au concours Esprit Critique pour avoir peut-être l'opportunité de participer à un de leurs épisodes. On verra. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas, mais en tout cas, on a pris plaisir à participer. Et du coup, ça nous a amené à réfléchir à l'idée de faire grandir un peu le sujet du concours qui était... Nuire à la bêtise. Oui, nuire à la bêtise. Et de l'aborder sur le thème de les relations. Ah bah oui, bravo. Ça faisait longtemps tiens, que j'avais pas fait des sorties de route orthographiques. D'utiliser ce sujet pour aborder le thème des relations. Et vous allez sûrement vous poser la question, mais nuire à la bêtise dans les relations, quel est le sens, où est le rapport? Si, je vous jure, il y a un rapport. Bah, le sens, ça peut être que la bêtise en relation, ça va être justement tous ces trucs qui vont se jouer dans la relation et qui peuvent faire que ça l'abîme, ça la blesse, ça crée des malentendus, ça crée des choses qui justement, ces espèces de bêtises, plutôt que de prendre le parti de dire il y en a un qui fait une bêtise ou l'autre qui a une bêtise et de rentrer dans ce qu'on a évoqué dans la précédente vidéo, le triangle de Cartman, en cherchant un coupable, une victime, un bourreau, etc., de plutôt s'interroger sur qu'est-ce qui peut se jouer dans la relation, quelles sont les bêtises qui peuvent se jouer en relation et qui font qu'elles vont venir mettre le grain de sable dans la relation extraordinaire que vous vivez. Et dans le concours, on a parlé d'un biais cognitif qui s'appelle la malédiction du savoir. Alors, qu'est-ce qu'un biais cognitif, ma chère Marie? Très bonne question. Je vous laisse répondre à la question. Un biais cognitif, c'est en fait une erreur de raisonnement ou un raccourci de raisonnement, c'est-à-dire qu'il y a un petit programme automatique dans notre cerveau qui va prendre un raccourci et qui va tromper un peu notre jugement. C'est ce qui, par exemple, ça peut être des biais, ce qu'on appelle sensorimoteurs, c'est-à-dire que dans nos perceptions, on connaît tous les illusions d'optique. Ouais. Ben voilà, ça c'est un biais cognitif sensorimoteur. Donc la malédiction du savoir, qu'est-ce que c'est comme biais cognitif? Eh bien, c'est le fait que on a tous à l'intérieur de nous et de manière générale des connaissances, des savoirs qu'on a ou été cherchés ou qui viennent de notre éducation, de notre environnement, de notre milieu social, ce savoir qui peut venir d'un peu de partout mais qui nous est propre. Et on va avoir tendance à considérer que tout le monde a ce savoir-là. Ce qui peut faire que dans les relations qu'on va entretenir, que ce soit des relations amicales, professionnelles, sentimentales, des relations de manière générale humaines avec d'autres personnes, on va avoir ce mécanisme ancré à l'intérieur que l'autre doit savoir, que ça tombe sous le sens, que c'est normal, c'est comme ça. On peut le voir par exemple avec la manière dont on va définir ce qu'est, je sais pas, le respect. Ouais. Est-ce que tu peux, pour illustrer un peu ça, c'est comme on l'a fait dans la vidéo, citer l'expérience qui a été faite pour le comprendre très rapidement, ce que ça a fait, de ne pas comprendre que l'autre ne sait pas ou que ce ne soit pas aussi évident pour lui, l'expérience qui a été faite? Alors l'expérience qui a été faite, c'est une expérience où on invite deux personnes, il peut y avoir plusieurs participants, mais il y a une personne qui a le savoir et une personne qui va devoir deviner. Le but, c'est de faire deviner une mélodie. La personne qui tape la mélodie, donc vraiment
vous verrez pas, mais vous entendrez ce bruit de tapement. Donc la personne qui tape cette mélodie, elle a la musique en tête, elle sait exactement de quelle chanson il s'agit. Donc pour elle, c'est une évidence que quand elle va taper, l'autre va exactement savoir de quoi il s'agit. Et en fait, c'est là où il y a un bug, c'est que l'autre personne, comme elle n'a pas les informations, elle ne peut pas savoir. Et il peut arriver justement que dans ce cas de figure, la personne qui tape la mélodie et qui est persuadée que tout le monde va deviner, ne comprenne pas et ne tolère pas que les autres ne voient pas de quoi il s'agit, ne voient pas de quelle mélodie il s'agit. Dans l'expérience, quand on demande aux tapoteurs à combien ils s'attendent de bons résultats, les tapoteurs pensent qu'ils vont avoir au moins 50% de bons résultats. Alors que dans la réalité de l'expérience, on arrive à moins de 5%. Ouais. Donc en fait, celui qui tape n'arrive pas à se mettre à la place de celui qui ne sait pas. Et c'est là où ça va influer dans nos relations avec les autres, parce que on connaît tous cette fameuse phrase de dire « mais tu devrais savoir, tu devrais comprendre ». Et en fait, bah non. Exactement. C'est là où ça va créer un malentendu, c'est que quand on sait quelque chose, comme tu l'as dit, on s'attend à un résultat sans même avoir vérifié que l'autre avait les mêmes informations que nous. Et comme tu l'as dit, dans notre vie, on est les seuls à savoir ce qu'on sait en fait. L'autre, il a d'autres savoirs. Et ça va créer un malentendu dans la communication ou par exemple dans l'organisation relationnelle. Tiens, est-ce que, je sais pas, j'ai réservé tel hôtel et l'autre dire mais je comprends pas pourquoi tu as fait ça. Parce qu'il n'a pas toutes les mêmes informations. Il pensait par exemple faire plaisir en réservant cet hôtel. Parce que pour lui c'était évident, il avait par exemple cherché, il avait regardé les lieux autour, le machin, il avait ces informations-là. Alors que l'autre, peut-être que lui, il va voir que l'indication par exemple de prix ou de date, et il va se dire putain mais pourquoi t'as fait ça? Et il va exprimer par exemple une interrogation ou un mécontentement parce qu'il n'a pas les mêmes informations, et celui qui avait réservé va se sentir blessé et dire putain mais en fait t'es jamais contente, machin, truc, il va pas comprendre la réaction de l'autre. Donc c'est ce qui fait que quand on sait quelque chose, ben l'autre ne le sait pas quoi. Enfin c'est ce qui fait. Le malentendu peut être, non pas encore une fois de rentrer dans ce triangle de putain il est jamais content ou il a fait ça pour m'embêter ou machin truc, de vérifier que c'est pas ce biais-là qui est venu se jouer en fait, cette bêtise-là qui est venue se jouer. Du coup toi tu ferais comment pour lever ce biais-là? Bah, je demanderais. La chose la plus simple, la plus évidente pour moi, et ça a pris du temps à le réaliser aussi parce que j'avais cette tendance à me dire mais les autres devraient savoir, mais les autres devraient comprendre, enfin ça se voit, ça se ressent, qu'il y a ça qui va pas, ou que je suis triste, ou que je suis en colère, ou que je suis pas satisfaite et machin. Alors que pas du tout en fait, parce que je ne partageais rien aux autres et je n'expliquais pas ce que je ressentais et mes impressions. À mes yeux, aujourd'hui, la chose la plus simple à faire, c'est d'exprimer les choses aux autres. C'est de partager quand vous êtes blessé par quelque chose, quand quelque chose ne vous convient pas. C'est par exemple dans les relations de couple, de pouvoir partager, exprimer ce que c'est pour vous, par exemple, le ménage. Ça peut paraître très bête, mais une personne a une conception du ménage qui est souvent complètement différente d'une autre personne. Et en fait, tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, qu'on n'a pas mis au point c'est quoi la notion de ménage dans notre relation de couple, ben en fait, il va y avoir que des incompréhensions, que des prises de bec pour des trucs parfois anodins, parce qu'ils ont deux savoirs qui ne collent pas ensemble. Et ils n'ont pas mis en lumière leurs savoirs différents pour pouvoir trouver le bon compromis, la bonne utilisation, le bon système. Et en fait, on peut voir que dans majorité de relations, ce qui va bugger, c'est ce manque de communication. Ça reste encore une notion de communication. Encore une fois, une personne qui est en relation avec vous ne peut pas vous comprendre, ne peut pas vous comprendre par cœur, ne peut pas savoir ce que vous ressentez, comment vous interagissez, comment vous vivez les choses si vous ne le dites pas, parce que la personne n'est pas dans votre corps. Et quand bien même elle vivrait une situation qui soit identique, elle le vivrait au travers de ses ressentis, au travers de sa perception, au travers de son histoire, et ce serait différent de la vôtre. Je te rejoins sur le fait de communiquer, en fait. On communique jamais assez. Et plutôt que, comme on l'avait dit déjà dans précédentes vidéos, c'est-à-dire de faire dans son coin ou de taire, et la responsabilité elle est double en fait. Celui qui est blessé ou qui est touché, ben, la responsabilité d'exprimer, là ça m'a touché,
j'ai besoin, ou ma limite est, ou ma valeur est, encore une fois celle-là, de toujours partir du principe que justement, déjà les biais cognitifs existent, ça c'en est un, mais il y en existe plein d'autres, qui vont altérer notre jugement, qui vont altérer notre raisonnement, et qui vont faire qu'il y a une bêtise relationnelle. Donc déjà, c'est de dire, si je veux une relation, si je suis en relation, c'est pour faire une équipe en fait. Donc ne pas partir du principe que l'autre sait, ou que l'autre veut me faire du mal, ou doit me sauver, etc. etc. Donc plus vous allez communiquer, plus vous allez exprimer, même les choses difficiles, hein. Là ça m'a touché, là ça me fait sentir comme ça, ben, plus vous restez en équipe en fait. Et c'est aussi, on retombe sur justement tous les tabous. J'aime bien l'exemple que tu prends de... Je t'ai interrompu quand tu le disais, mais par exemple le respect ou autre, les grandes notions, le respect, la politesse, en fait on n'a pas les mêmes notions là-dessus. C'est de vérifier justement si on parle bien de la même chose, le respect pour l'un et pas forcément le respect pour l'autre. Ce que je sais du respect m'appartient à moi. Et avant de dire que l'autre m'a manqué de respect, peut-être vérifier qu'on a les mêmes informations ou qu'on est raccord sur ce que ça veut dire ou ce qu'on attend, quelles attentes j'ai par rapport au respect, quoi. Parce que très souvent, il va y avoir aussi beaucoup pour les personnes qui ont leur savoir intérieur et qui ont cette croyance, ce biais cognitif que les autres doivent savoir aussi parce qu'ils les connaissent depuis longtemps, parce que à force de les côtoyer, ils devraient savoir et tout ça. Il y a finalement un gros mécanisme de déception et d'attente. Et on ne peut être que déçu des autres parce qu'on s'attend à ce qu'ils se comportent exactement comme on le décide et comme on le voudrait. Sauf qu'encore une fois, ils ne sont pas nous. Et ils ont leur propre façon de réagir, leur propre façon d'interagir. Et de pouvoir justement, comme tu le disais, faire le point et se dire ok, ça peut paraître tout bête, un exemple très simple qu'on peut utiliser, une personne qui va être, on peut reprendre l'exemple de la colère, qui va être en colère et qui va péter un câble, et puis l'autre qui va essayer de le calmer en lui disant mais détends, enfin calme-toi, mais arrête, ça sert à rien, et ça fait engrainer encore plus la colère de l'autre, et finalement ça met les deux personnes dans un climat de colère, d'incompréhension, de souffrance aussi. Et tout ça parce que, d'une certaine manière, la personne ne savait pas comment gérer la colère de l'autre. Ce qu'il y a de plus simple dans ces conditions, c'est de pouvoir établir ensemble, à l'avance, dans les moments où ça va bien, pouvoir vous installer tous les deux, de pouvoir vous poser et de pouvoir calmement parler de comment tu voudrais que je me comporte quand tu es en colère, comment tu voudrais que je réagisse quand tu as peur, comment tu voudrais que qu'est-ce que tu voudrais que je fasse un jour où tu seras stressé, et en fait de pouvoir établir un peu ces modes d'emploi pour que la personne qui se retrouve dans la situation de stress, de colère, de peur puisse être accompagnée exactement comme elle en a besoin, parce que finalement tu peux vite te retrouver à vouloir aider l'autre et à surenchérir encore plus, à aggraver la situation. Exactement, j'arrivais pas à aggraver la situation. Alors que si dès le départ vous établissez quand tu es en colère, tu veux que je me comporte comment, de quoi tu as besoin quand tu es en colère, que la personne puisse vous dire par exemple j'ai besoin que tu me laisses lâcher ma colère, ça m'appartient, et puis je reviens dans quelques minutes et on en discute. Ou j'ai besoin que tu me dises, tu dises tel mot, ou que tu te comportes de telle manière pour que je puisse redescendre. Et en fait, de pouvoir établir comme ça un système de fonctionnement dans des périodes difficiles, parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin d'établir comment se comporter avec la personne qui va bien. C'est dans ces moments où ça ne va pas qu'il est important de pouvoir trouver le meilleur moyen d'accompagner et d'aider la personne. Et en fait, de pouvoir faire ça, ça permet de prévenir les choses et de taper juste. Parce que finalement, si on se comporte comme on voudrait qu'une personne se comporte avec nous, alors que la personne elle est différente de nous, on va aggraver les choses, il va y avoir de plus en plus d'incompréhension, de plus en plus de souffrance, de moins en moins de communication, et encore une fois, comme tu le disais, cette impression que la personne, elle le fait exprès, qu'elle cherche à nous mettre encore plus en colère, que de toute façon elle en a rien à foutre de nous, qu'elle ne peut pas comprendre, qu'on n'est pas fait pour être ensemble, que de toute façon ça ne peut pas marcher, alors qu'en fait il y a ce biais cognitif qui peut altérer fortement une relation
Et si on en prend conscience et qu'on établit dès le départ des systèmes de fonctionnement dans des situations difficiles, en fait ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est clair. De toute façon, voilà, être en relation, c'est une responsabilité et c'est une volonté de faire en équipe en fait. Et de partir du principe que on fonctionne différemment, on a des expériences différentes, mais on peut les mettre en commun, exprimer ce que ça nous fait vivre, etc. etc. quoi. Ouais. Toujours cette volonté de faire en commun, quoi, de ne pas faire seul. Et de ne pas avoir peur de partager à l'autre votre perception, votre point de vue des choses, pour qu'il y ait cette communication fluide et que ce soit vraiment une relation d'équipe. Ouais, chacun à y gagner, chacun à y apprendre, chacun, justement, en partageant ses expériences et ses informations, permet à l'autre d'apprendre une autre façon de fonctionner aussi, qui est peut-être différente de son éducation, et donc d'ouvrir son champ d'expérience, d'ouvrir son champ de fonctionnement, de libérer un peu ces biais cognitifs qui nous enferment justement dans des fonctionnements automatiques, raccourcis, avec risque d'erreur, quoi. Et nous font vivre énormément d'émotions désagréables. Ouais. Mais même dans le positif, si tu imagines que, en fait, tu vas projeter sur l'autre des choses et tu vas peut-être le voir pas tel qu'il est, en fait, mais tel que tu l'imagines. Oui, l'idéalisation, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les personnes très sensibles, qui ont une grande sensibilité, qui vont avoir cette capacité et tendance à idéaliser les choses, et finalement, quand les choses arrivent, ils sont déçus. Parce que ça se passe pas comme ils l'avaient imaginé et que c'est complètement différent parfois de ce qu'ils avaient imaginé. Et c'est là où on peut voir encore une fois ce biais cognitif-là. Imagine par exemple que quelqu'un qui sait que quand il est aimé, on lui dit je sais pas, des compliments ou des trucs. Il va être avec quelqu'un qui va lui dire des compliments, il va se dire oh, je sais qu'il m'aime, sans vérifier par exemple. Je sais que c'est le bon, ou je sais qu'il m'aime. Alors qu'en fait, pour l'autre, peut-être pas du tout, en fait. Ouais, c'est vrai. Peut-être que l'autre, lui, il était dans une gentillesse ou autre, et que ça n'a pas le même engagement pour lui, en fait. Peut-être que pour lui, aimer, c'est, je sais pas, du contact ou autre chose, quoi. Ouais, ça en revient exactement, c'est le langage de l'amour et à la manière dont chacun va utiliser son propre langage, en oubliant parfois que son langage n'est pas celui des autres. C'est ça. Et que la manière dont il va dire « je t'aime » à quelqu'un n'est pas forcément la manière dont l'autre l'accueillerait. Et pour boucler la boucle avec justement ce qu'on disait, la chaîne esprit critique, qu'on aime beaucoup, c'est de développer et d'apprendre tous ces biais qui peuvent se jouer et qui vont venir interférer dans nos interactions avec l'extérieur. Donc plutôt que de développer un savoir, ou en développant un savoir, développer aussi une prise de recul pour ne pas tomber dans ces mécanismes rapides et inconscients de jugement, de critique, etc. Et plutôt développer de l'empathie. Oui, exactement. Exactement. Donc prenez de la connaissance, mais rappelez-vous que plus vous prenez de la connaissance, il y a ce delta qui peut se créer avec les autres et vous pouvez vous trouver dans l'impossibilité de comprendre ou avoir des difficultés de comprendre qu'ils n'agissent pas comme vous. Donc ce qui est bien aussi dans ces moments-là, c'est de pouvoir le communiquer et apporter votre savoir en vous adaptant à la personne qui ne sait pas. On peut le voir par exemple avec des professeurs ou des chercheurs. Pourquoi certains profs vont nous marquer plus que d'autres? Parce qu'ils nous ont appris des choses qu'on ne connaissait pas en s'adaptant à notre perception, à notre monde et en nous permettant de le comprendre au travers de quelque chose de plus adapté pour nous. Un bon prof, c'est ça, c'est une personne qui est capable de s'adapter au public qu'il a pour pouvoir lui apprendre des choses qui peuvent être parfois très compliquées, qui peuvent être délicates, mais en le faisant avec une certaine forme de, comment t'appelles ça, un côté très ludique qui va faire que ça va rentrer dans la tête de la personne qui ne savait pas en une fraction de seconde. Ils vont se mettre au niveau de l'apprenant. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent difficile pour les sachants, pour les personnes qui savent. J'ai un exemple justement dans la relation qui peut se jouer et qui va souvent répondre à une question, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur moi, tu vois, est-ce que c'est possible d'être avec quelqu'un qui ne l'a pas fait? Parce que du coup, il y a cette difficulté. Moi, je sais des choses, par exemple, des automatismes, mes blessures, mes inconsciences, mes attachements. L'autre, il les sait pas. Et tu sais, ça te donne les gens qui disent « Putain, mais quand j'ai travaillé sur moi,
je me rends compte que je n'arrive plus à comprendre quelqu'un qui ne l'a pas fait ou qui ne comprend pas, qu'il est bloqué dans ses inconsciences et comment faire. C'est justement se rappeler que vous aussi vous avez été comme ça et de lui apporter les informations, la chaîne logique un petit peu qui vous a permis de sortir de ça, lui permettre lui aussi d'évoluer sans renier vos valeurs, vos limites, etc. Sans être dans le donneur de leçons, sans bien au être le contraire, en lui partageant si la personne a envie de savoir, si la personne a envie de comprendre, parce que si elle n'a pas envie, ça passera pas. Ça passera pas. Mais ça donne ce truc de putain, quand j'ai travaillé sur moi, j'ai l'impression que c'est impossible de me mettre avec quelqu'un qui ne l'a pas fait. Je comprends pas comment il reste dans ces trucs. C'est la malédiction du savoir. Je n'arrive plus à me mettre à sa place en fait. Exactement. Moi, ça me fait penser justement à quelque chose qui peut ressortir, que les relations amicales que j'entretiens avec certaines personnes vont être sur la base de peur que j'analyse. Voilà. La peur que j'analyse les personnes, que... Ils ont peur que tu les analyses ou toi tu as peur de les analyser? Non, peur que je les analyse et du coup je sois en mode thérapeute avec eux. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir cette remarque-là. Peur que je sois dans l'hyper-analyse de la personne ou des personnes et que je sois en mode thérapeute et que je leur... tu leur trouves des problèmes. Voilà, je joue la sachante qui leur trouve des problèmes, alors que dans le fond, dans les faits, certes, je suis thérapeute aujourd'hui et c'est un exemple parmi tant d'autres et je pense que nombreuses personnes vont se reconnaître dans ce truc de il va mal analyser ou je vais pas pouvoir faire semblant avec cette personne parce qu'elle va comprendre tout de suite que je suis en train de mentir ou parce que je peux pas lui cacher ou j'ai peur de lui cacher parce que je sais qu'elle va s'en douter, des choses comme ça. Et en fait, de se rendre compte que moi, par exemple, pour cet exemple que je vous donne, c'est un fait, j'ai toujours analysé les gens et c'est pas mon métier de thérapeute qui a fait que je me suis mise à analyser. J'étais déjà dans l'analyse des gens de manière générale, sauf que j'avais pas le titre de thérapeute. Donc les gens ne le savaient pas, n'en avaient pas conscience. Pour autant, j'analysais déjà les gens et j'étais très observatrice de ce qui se passait en les laissant vivre ce qu'ils avaient à vivre. Et s'ils me demandaient des conseils, c'était avec grand plaisir que j'en donnais. S'ils m'en demandaient pas, j'étais la première à dire « je m'en fous, c'est pas mon problème ». Je donnerai des conseils si on m'en demande. Et en fait, aujourd'hui, en étant thérapeute, il y a ce savoir qui est marqué sur un diplôme et tout ça, qui fait que d'une certaine manière, il y a une peur qui s'est activée parce qu'ils savent que je suis dans l'analyse des gens. Alors que je l'étais déjà avant, juste que c'était pas officiel. C'était caché. Enfin, caché, c'était instinctif. Aujourd'hui, j'ai cette marque de j'analyse et c'est un fait, je continue à analyser tout le temps les gens. Pour autant, ça m'empêche pas d'être en relation avec les personnes et je vais pas les juger parce que... Est-ce que tu le remplacerais... Parce que quand on dit analyser, tout de suite, il y a comme tu dis, une vertu thérapeutique. Ou... Est-ce que c'est pas observer? Tu vois, toujours observer les gens. Toujours été curieuse des gens. C'est une question, je sais pas si... Oui. Le mot observer marche bien. Mais après, les gens, ils voient que tu es thérapeute, ils se disent c'est ça. Alors je faisais toujours ça. Oui, alors je l'ai toujours fait, c'est juste qu'aujourd'hui je suis payée pour le faire. Mais je le faisais déjà et je prenais plaisir à le faire et à donner des conseils quand les gens m'en demandaient parce que je sais que c'est le fait d'être de bons conseils et d'être toujours à l'écoute et d'avoir été toujours dans l'accueil, la bienveillance de ce qu'on partageait, de ce qu'on me confiait, qui fait que je me suis dit ah putain mais il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. C'est ce qui m'a amené à devenir thérapeute. Mais j'avais déjà cette fibre-là à l'intérieur de moi et je le faisais déjà avant. Mais c'est vrai qu'il y a ce mécanisme de distance qui va se mettre ou de peur de... Par exemple avec l'expérience d'une personne qui est avocate et qui préfère ne pas dire qu'elle est avocate parce que tout de suite ça met une sorte de barrière avec les autres ou de jugement avec les autres, alors que finalement si on développait cette notion d'esprit critique, cette notion de je sais des choses que vous ne savez pas mais si vous me posez des questions je serais ravie de vous en partager et de ne pas s'arrêter à la personne sait, donc on ne joue pas dans la même cour et elle va tout de suite me juger, elle va tout de suite machin. Si on développait cet autre sens d'esprit critique, d'accueil, de curiosité, ça changerait beaucoup de choses dans les relations. Je pense que c'est un autre biais qui va se jouer là, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que la personne, elle sait que tu es thérapeute par exemple, elle se dit
que tu vas l'analyser. Donc quoi que tu fasses, quoi que tu dises, elle va se confirmer ça C'est ça. en disant là elle est en train de faire ça. Ouais. Alors que peut-être pas du tout. Si elle ne le savait pas, elle ne le dirait pas. Ouais. Ça c'est un autre biais. Et comme quoi les biais peuvent interagir dans la relation, nous mettre C'est à vrai. distance des gens, ou nous mettre en méfiance, ou au contraire de nous projeter sur eux et de vouloir à tout prix s'acoquiner avec eux. Donc ouais, pour les éviter, prendre conscience qu'ils existent, se renseigner peut-être sur les biais qui peuvent exister, et puis rester en ouverture d'expérimenter plutôt que de son raccourci mental et ses projections avec ses attentes et ses attentes. Et ses attentes. Ses attentes et C'est ses attentes et ses attentes. Il y a deux mots qui allaient venir et en fait c'était il y en avait quoi qu'un. le deuxième terme que Ses attentes et ses limites, quoi, je sais pas, ou ses peurs, ou ses trucs. On a dit beaucoup de choses. Oui. Et ça, c'est nous, hein, on part dans tous les sens et, c'est pas vrai. et en espérant que, justement, par exemple, vous arriverez à suivre, qu'on ne soit pas maudit par ce savoir et que vous ne voyez pas les liens qui, pour nous, paraissent évidents. Ouais. On essaye et qu'on a à cœur de pouvoir transmettre de la manière la plus ludique, la plus simple possible, mais peut-être que c'est pas si simple que ça. Donc n'hésitez pas à nous le dire, on se fera un plaisir de rectifier et de vous apporter les éléments qui peut-être nous paraissent évidents et qui vous permettraient d'accéder à cette chaîne de réflexion et de logique, quoi. Voilà. Et encore une fois, tout ce qu'on vous partage n'est pas une vérité absolue. N'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et à oublier ce qui ne vous concerne pas ou ce qui ne vous parle pas, et à garder cet esprit critique, de vous renseigner de votre côté aussi, de faire votre propre idée et vos propres recherches pour pouvoir développer cette capacité à la curiosité et à l'exploration en quelque sorte aussi. Exactement. Explorer, expérimenter, c'est comme ça qu'on accède pour moi au savoir, c'est d'expérimenter et d'intégrer par son expérience dans sa chair, dans son corps, ces savoirs-là. Donc voilà, je crois que la vidéo est terminée. Très bien. Je pense qu'on est bon. Parfait. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, abonnez-vous, partagez, commentez. Vraiment justement, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions inutiles, il n'y a pas... Chacune de vos questions, chacun de vos commentaires permet peut-être de mettre en lumière une question que quelqu'un d'autre se pose, et si on peut vous y apporter une réponse ou en tout cas un élément de réflexion, c'est avec un immense plaisir qu'on le fera. Voilà, on est avec vous. Exactement. Sur ce, changement de téléphone. On change. Juste, je rajoute un truc. Oui. Si vous êtes intéressé sur les biais cognitifs, il y a Albert Moukheibert, je ne sais pas si je dis bien son nom, qui en parle super bien, c'est un neuroscientifique. Albert Moukheibert, M-O-U-K-H-E-I-B-E-R, je crois que c'est comme ça, pardon si j'ai fait une erreur. Et puis l'esprit critique, la chaîne aussi. Voilà. Après, sur la chaîne de l'esprit critique, ils sont plus politiques. C'est plus politique, mais ils étudient justement un peu, ils parlent justement de ces biais-là ou des mécanismes d'argumentaire un peu fallacieux pour convaincre ou pour avoir raison. Voilà. Très bien. Très bien. En attendant, sur ce, prenez soin de vous. Et surtout, des bisous. Des bisous. Oui, ça marche. Oui. Et surtout, des bisous. Ma mission ce soir, nuire à la bêtise, avec comme contrainte 1 minute 30, une chemise bleue, une cravate rouge. Ah putain, la cravate. La cravate. Je suis désolée, on fait avec les moyens du bord. La contrainte, c'est une chemise bleue, une cravate rouge et 1 minute. Alors pour nuire à la bêtise, on a décidé de vous expliquer un biais cognitif, celui de la malédiction du savoir. C'est des scientifiques qui ont mis en évidence que dans les interrelations cognitives... Attends. J'ai rien compris et tu ne m'as pas demandé d'allumer la lumière. Ah, t'as raison. Allumons l'intelligence du monde. Alors pour faire simple, je vous propose une petite expérience. Stop. Je vous propose de, moi, réfléchir à une chanson dans ma tête, une chanson très connue, et de vous taper la mélodie avec mon doigt. Et vous devez la reconnaître. Alors ? La Marseillaise ? Pas du tout. Et c'est là le biais cognitif, la malédiction du savoir. Celui qui a eu des informations supplémentaires, par exemple moi, qui ai la chanson dans ma tête, n'arrive pas à comprendre que ce ne soit pas évident pour l'autre. C'est là où parfois, quand on sait quelque chose, on va se mettre à juger l'autre de bête, alors qu'il n'a pas les mêmes informations que nous. Alors plutôt que de développer notre jugement,
peut-être il serait intéressant de travailler notre esprit critique. Et ça, tout le monde s'en fout. Non, c'est Kiss Kiss Bang Bang. Et ça, Kiss Kiss Bank Bank. Ta chanson, ce serait pas Puff Daddy? Non, pas du tout, c'était Joyeux anniversaire. Ah d'accord. Ok. T'es sûr? Oui. Ah, J'ai raté le bisou. J'ai raté le oh, bisou. merde, je t'ai fait